RCN. Le son de la différence. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 est, comme vous pouvez l'entendre avec ce générique, si vous le connaissez très très bien, oui, c'est bien évidemment le générique du festival de Gérardmer. On va faire donc une longue revue de ce festival que l'on a vu juste la semaine précédente et qu'on a un petit peu une petite nuit de sommeil un peu agitée, je pense. Comment tu vas, Fabien ? Eh bien très bien, et toi ? Ça va mieux, moins mal au dos ? Alors non, toujours mal au dos, D'accord. parce qu'effectivement les sièges du Paradiso et surtout les mauvais films, les mauvais films peuvent faire mal physiquement aussi. Donc Physiquement et moralement. Charlotte, comment tu vas ? Ça va aussi, ouais, peut-être moralement et physiquement encore atteinte par certaines choses, effectivement. Et nous avons également un invité en ligne, Renaud, qui est un bon habitué du festival. Salut Renaud. Salut, comment va ? Eh ben écoute, ça va très très bien, et toi ? J'espère que tu as bien dormi après cette longue semaine festivalière. Ouais, ça va, on fait aller. Ouais. Satisfait et soulagé de ne plus avoir affaire à un de nos partenaires qui n'est pas là à la radio aujourd'hui. Qu'on salue d'ailleurs. Salut Jérôme, voilà, voilà. J'espère que tu ronfles mieux. C'est vrai que pour le coup, je suis content de t'avoir pour l'émission parce que t'es un habitué du festival depuis très 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 longtemps, on va dire ça comme ça. Ouais, depuis 2006 à peu près, effectivement, l'année où Fragile et Isolation avaient à peu près tout raflé, quoi. Oui, donc Isolation, film irlandais qui avait gagné d'ailleurs le Grand Prix à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que j'aimerais à chaque fois t'avoir pour cette émission parce que je connais un peu tes goûts avec le temps, et surtout que je suis content de t'avoir aussi, surtout la manière dont tu pourrais nous parler du ressenti du festival en tant que festivalier, ouais. En fait. Bah écoute, bon alors j'imagine, enfin j'ai cru comprendre que tu allais faire, on va dire, un topo sur les films avec Fabien et Charlotte. Oui. Donc a priori, moi je vais plutôt te parler un peu de mon ressenti dans ce cas-là par rapport à l'organisation et en tant que festivalier. Ouais. Donc effectivement, si tu veux, moi le point qui m'interpelle un peu finalement, c'est, je dirais un peu la baisse de qualité, on va dire, de service. Voilà, par rapport aux festivaliers. Si tu veux, c'est vrai que les années précédentes, bon alors évidemment il n'y avait pas la crise sanitaire, mais bon on avait quand même des services un peu plus accessibles, notamment par rapport au ravitaillement, par rapport à la possibilité d'acheter à boire, etc. Et si tu veux, c'est vrai que quand toi t'es là en train d'agoniser parce qu'effectivement t'as un peu soif et un peu faim devant ton film, et que t'as des porte-boissons pour les membres VIP du prestigieux jury, c'est un peu frustrant. Mais bon. Oui, non, mais complètement. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus, et surtout que ouais, c'est très compliqué, surtout quand on voit encore les restrictions qu'ont les cinémas avec la situation sanitaire que l'on connaît actuellement. Et c'est vrai que voir ce genre je dirais pas de comportement, mais en fait ça interpelle un petit peu forcément, et on voit en fait toute le côté absurde que l'on peut voir sur telle ou telle restriction, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les cinémas, ou que ce soit dans d'autres aspects ça fait culturels. Cruellement écho, si tu veux, effectivement à la situation actuelle. Alors bon, je vais pas trop tergiverser dessus, mais c'est vrai que finalement, on sait que il y a des questions, des problématiques un peu sociales qui se posent en ce moment. Et effectivement, si tu veux, moi, j'ai un peu du mal on va dire, en tant que festivalier et puis en tant que consommateur de films, etc. J'ai un peu du mal à voir des membres de jury, si tu veux, auxquels tu déploies le tapis rouge. T'as la petite sortie par la porte à droite, toi, tu t'entasses si tu veux avec le reste de la plèbe, Enfin, je trouve que c'est pas très beau, c'est pas très élégant en termes de mise en forme. Mais bon, je pense que quand tu vois les années précédentes, je pense notamment à 2008, qui pour moi était un peu le festival, on va dire, au sommet, où tu avais des invités comme Stuart Gordon, tu avais Neil Marshall, tu avais Takashi Shimizu, etc.
aujourd'hui, voilà, face à des Clara Shelley, non, comment c'est, Mélanie Doutet, je sais plus son vrai nom, bref. Oui. C'est, si tu veux, voilà, il y a un contraste qui, moi, me pose problème. Maintenant, bon, c'est peut-être un peu de frustration, peut-être aussi qui est lié à la programmation un peu en deçà. Maintenant, voilà, peut-être un peu aussi, et c'est vrai que, ouais, bon, le festival de Gérardmer avait toujours des goûts assez particuliers, on va dire, pour prendre certains membres du jury. Je pense à une année où il y avait carrément Johnny Hallyday et Jamel Debbouze la même année, c'était quand même un sacré record. Mais c'est vrai que je trouve que je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de la baisse de qualité des films, mais je pense qu'on a encore vraiment le ressenti de la production chaotique qui a été sur les 2 années de situation sanitaire, et j'ai l'impression que le festival de cinéma de genre, enfin surtout le cinéma de genre, en pâtit là-dessus, et pas que le cinéma de manière globale, quoi. Il y a forcément le cinéma de genre aussi a aussi pris un sacré coup sur la gueule, je pense. Bon, tu te souviens, on a déjà eu on va dire des promotions qui étaient un peu moins bonnes, hein. Je pense notamment à celle de 2016 où effectivement c'était pas spectaculaire non plus, quoi. Même 2018, t'enlèves 2 films, c'était pas uniquement grandiose. Et c'est vrai, quand on y pense, j'y ai repensé ce matin en me réveillant, quand on avait été donc à l'édition de 2020 où il y a eu donc le Grand Prix avec Saint-Maud, on l'a vu en tout dernier le dimanche, et c'est vrai qu'on n'avait pas vu grand chose d'exceptionnel avant, et ça nous a un peu, on va dire, en gros guillemets, sauvé le festival. Absolument. Et c'est vrai que là, cette année d'ailleurs, c'est encore un petit peu presque un redit, je dis pas totalement, mais presque un redit, avec donc le dernier film Ego qui avait d'ailleurs qui a eu le Grand Prix d'ailleurs du festival, quoi. Ouais, il a été plutôt bien récompensé, effectivement. Après, bon, c'est sûr que c'est pas celui que j'aurais récompensé personnellement, mais bon. Et oui, excuse-moi, je t'ai coupé peut-être. Non, pas du tout. Du tout. C'est si tu veux, j'irais pas critiquer, on va dire, la programmation plus que ça, dans la mesure où c'est vrai que finalement, je me rends compte avec le recul que on a eu des années avec et des années sans. Ouais. Cette année, bon, bah, c'était particulièrement sans. Je suppose, enfin en tout cas, j'espère que l'année prochaine, ce sera un peu plus favorable, quoi. Surtout que l'année prochaine, c'est la 30e édition, donc ça, exactement, normalement, devrait promettre quelque chose de plus festif, enfin plus festif en gros guillemets, j'ai envie de dire, de plus impactant. Et c'est vrai que j'ai aussi quand même envie de terminer cette question, parce qu'on a parlé un petit peu vite fait d'Ego, mais pour toi, quel a été finalement le film du festival, en fait? Alors, bon, je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, enfin en tout cas peut-être Fabien, peut-être pas Charlotte, je sais pas forcément, mais bon, moi c'était plutôt La Abuela. Ouais, donc La Abuela, le film de Paco Plaza, oui. C'est vrai qu'il a un ressenti un peu, presque un petit peu, comment dire, épouvante à la fin, en fait. Ah, c'est le film d'épouvante du festival en ce qui me concerne. D'accord. C'est-à-dire que finalement, qui traite sur des sujets qui nous concernent tous, qui sont des questions par rapport au deuil, à sa propre mortalité, la sénilité, etc., la gestion aussi des personnes en manque d'autonomie. Enfin bon, il y a plein de sujets très concrets qui sont abordés dans le film et qui sont abordés, je trouve, de très belle manière. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur cette édition, Renaud ? Non, écoute, globalement, moi, ça a été quand même, moi, c'est toujours un plaisir, et je pense que je reviendrai, voilà, malgré, on va dire, la contrariété de cette année, tu vois. Malgré aussi on peut également dire, parce que moi, je pense surtout aussi au festivalier, malgré aussi également l'augmentation des billets, parce que ça, on peut le dire également que forcément, ça augmente de fil d'année en année, et c'est forcément un peu frustrant quand on voit certaines années où il y a une baisse de qualité, quoi. Oui, ouais, carrément. Et puis bon, bah, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de mettre en lumière si tu veux, les quelques rares films qui, pour le coup, posent des bonnes questions. Et bon, bah, je trouve qu'effectivement, alors Ego, c'est peut-être un film qui parlera plus à d'autres personnes, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, moi, je resterai sur La Abuela pour tout ce que ça raconte et tout ce que ça soulève comme problème. Ouais. Eh ben, écoute, merci Renaud. Merci à toi, et du coup, à l'année prochaine, j'espère. Avec plaisir. Allez. Merci, salut. Un de ces quatre, ciao. Merci Renaud pour ce ressenti de festivalier qui a été quand même très important et intéressant. Oui, non, totalement. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas du tout cette ancienneté dans le festival, puisque moi je le fais que depuis 3 ans. Oui, c'est vrai, finalement. Et malgré l'amour du genre, mais bon. Bah c'est vrai, d'ailleurs on le voit sur ton t-shirt, absolument magnifique. Merci. Alors c'est vrai que pour revenir vite fait donc à la compétition donc de Gérardmer, on a eu les prix, donc le Grand Prix a été attribué donc à Ego,
film finlandais de la réalisatrice dont j'ai oublié le nom. Alors je l'ai, c'est Anna Bergholm. Anna Bergholm, voilà. Et donc nous avons également pas mal de films aussi qui ont eu des prix. Il n'y a pas eu que seulement Ego. Donc Charlotte, tu as peut-être tout le palmarès, c'est ça? Je l'ai de tête, je peux te le faire si tu veux. Vas-y. Donc, prix du jury à un ex-aequo. Ouais, pardon, Ego Grand Prix. Également prix du jury jeune. Donc les deux s'accordent, les deux jurys se sont accordés sur ce film. Prix du jury un ex-aequo pour L'Abuela dont a parlé Renaud, de Paco Plaza, ainsi que Samhain. Alors oui, on dit Samhain. Oui. En irlandais, voilà, la bonne prononciation de Kate Dolan. Donc les deux, ces deux-là pour le prix du jury. Et ensuite, prix de la critique et prix du public ex-aequo. Les deux vont à The Innocent de Eskil Vogt, un film norvégien. Eskil Vogt, d'ailleurs réalisateur norvégien, voilà. qui a notamment collaboré avec Joachim Trier. Et j'ai oublié le prix de la musique pour Mona Lisa and the Blue. Exactement, oui, c'était ça. Exactement. On est bien. Ouais. Le court-métrage, c'est Charge mentale, mais on n'a pas vu le court-métrage. Oui, on ne saura pas en parler. Pas trop eu le temps, effectivement. Par contre, il sera sur Shadows, le court-métrage, comme, voilà. Il y a un partenariat, ce qui faisait que le vainqueur du Grand Prix du court-métrage sera sur Shadows. On le découvrira, Shadows, nous. Oui. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que Shadows était là, en fait, durant tout le festival. C'est ça. Et on les salue parce qu'ils ont une belle plateforme. Alors, pour revenir un petit peu plus sur les films, revenons déjà sur les films, par exemple, de compétition. Alors, on a commencé par Post-Mortem pour le premier film de compétition que l'on a vu donc dès le jeudi matin. Et c'est vrai que c'est un film qui est presque dommageable parce qu'en fait, il aurait pu gagner en austérité. C'est un film qui va un peu trop loin dans ses sujets, dans son idée, en fait, dans sa façon de retranscrire, en fait, finalement, la situation des morts en fait, des fantômes dans cette Hongrie post-Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est un peu dommageable parce que je trouve qu'en fait on a l'impression que le film a envie de cocher quelques cases dans le cinéma de genre pour dire non mais il faut des effets spéciaux numériques à un moment donné, il faut faire un peu comme Conjuring. Et puis on a un peu l'impression que finalement le cinéaste il s'est dit que ça se trouve c'était son premier et dernier film, je ne sais pas, et que du coup il a voulu mettre vraiment toutes ses idées surtout concentré sur la dernière partie du film, je trouve. Toutes ces idées dedans, c'est-à-dire que c'était très joli, il y avait des très bonnes idées, mais qui n'étaient pas forcément au service du film, plus que, à mon avis, au service du cinéaste en lui-même. Après, ou au service de son sujet, ouais. Exactement, tu vois. Et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'effectivement, la promesse du synopsis et du tout le concept, c'est-à-dire de ce photographe qui donc photographie les morts avec leur famille dans la Hongrie austère et dans un petit village totalement pauvre, etc. Il y avait vraiment une ambiance pesante et peut-être la promesse d'une enquête là-dessus. Totalement. Et donc, bon, on est... Après, un petit peu décevant on en tout cas assez pour moi déçus, voilà, ouais. sur la fin, mais peut-être le prix de la moins bonne interprétation aussi pour la gamine, on peut le dire ça comme ça. Bon, ça arrive hein. Pauvre petite. En tout cas c'était une bonne mise en jambe pour ce festival un jeudi matin et totalement. Oui c'est ça, on partait avec une bonne idée puis un bon personnage, c'était pas trop mal de voilà, un photographe qui photographie les morts pour un festival de films de genre, je trouve que ça partait bien. Tout à fait. Et surtout en compétition on a vécu pire, notamment avec Mona Lisa and the Blood Moon, donc de Anna Lily Armipour, film qui pour ma part n'a absolument pas sa place dans ce festival, même en hors compétition. Je trouve qu'il est sans intérêt, vide de sens, il ne raconte absolument rien, avec une interprétation assez au rabais, ce qui est un peu dommageable, parce que quand je trouve qu'il y a un acteur comme Craig Robinson, qui certes n'a fait que jouer la comédie, et qui ne semble être voué qu'à faire que ça, visiblement, parce que même la réalisatrice ne sait pas comment le diriger, et qu'à côté de ça, on a Kate Hudson, c'est gros problématique quand même. Après, c'est un film qui, voilà, vous aimez Eye on Fire, il y a du Eye on Fire. Ouais, bah c'est bien, moi c'était, quand j'ai entendu ce morceau dans la première scène, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. Au moins il y a quelqu'un qui avait du bon goût là-dedans et du coup en fait ça c'est vraiment dommage parce qu'effectivement je suis peut-être pas aussi sévère que toi sur le film Roland, mais effectivement je pense pas qu'il ait sa place dans le festival de Gérard Armé. Disons qu'il aura sa place sur Netflix certainement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est totalement, parce que ça fait vraiment film de super-héros comic book, vraiment c'est une esthétique comique, enfin comique avec un C, esthétique bande dessinée avec finalement très peu d'intérêt pour les personnages, pour l'histoire, aussitôt vu, aussitôt oublié. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose avant ni après en ce qui concerne les personnages, d'où elle arrive, cette femme. C'est assez vide finalement.
douée de pouvoirs dont elle sait pas trop ce qu'elle va en faire après. Enfin voilà, assez anecdotique. Ouais. Mais pas déplaisant quand on le voit comme Fab, mais après, je vais pas le... Divertissement, quoi. Ouais. Je vais pas m'en rappeler pendant des années, quoi. Non, tout comme She Will, hein, donc le film de la réalisatrice Charlotte Colbert, film anglais, qui est pareil... d'ailleurs, avec Jérôme, on a trouvé un terme qui est absolument intéressant pour les films, c'est-à-dire à un moment donné, quand le film va en pente descendante, où il y a une rupture de ton et que ça ne va absolument pas, on appelle ça donc un opiomi. Donc, vous vous souvenez de la fameuse spectatrice du Tour de France avec son petit panneau Allez opiomi et qui fait chambarder tout un peloton. Et ben, ça t'est à peu près la même chose dans She Will. Il y a un moment opiomi, donc, et le film est devenu catastrophique en 2 secondes et c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est l'un des pires films du festival, hein, très clairement pour ma part. D'ailleurs, ça va aller. C'est un début. En fait, c'est problématique parce que je trouve que c'est un film qui, à la base, avait un propos super intéressant dès le départ et en fait va, par son écriture, être extrêmement, et je dirais même extrêmement maladroit, surtout dans son 2e et dernier acte. Et pour ma part, c'est totalement raté, quoi. En plus, ça même lance un défaut sur son propre message, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, on a un peu le même avis, mais ouais, j'enchaîne sur ce que tu disais. C'est pas forcément un des pires pour moi, mais très décevant. Et puis, il fait très maladroitement. Enfin, il y a beaucoup de maladresse, beaucoup de surlignage. On parlait de post-it hier pour essayer de comprendre ce film et vous parliez d'effets pour post-mortem un peu trop. Et moi, finalement, ça m'a pas trop gêné dans post-mortem, mais dans celui-là, le symbolisme plus. Oui, bien sûr. Ouais. Sur le personnage qui le dessert. Moi, pour le coup, c'est un personnage que j'aime bien, l'actrice aussi. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, je trouvais que ça partait bien sur le corps, sur un personnage pour remettre un peu rapidement, mais qui a subi une opération une mastectomie, voilà, ça part de ça, elle est dans les premières scènes sont assez chouettes, on sent que le personnage va partir quelque part en reconstruction de quelque chose, voilà, elle est assez âgée, enfin, il y a tout un truc au cinéma, je me dis, j'ai envie de voir ça m'interpelle, mais c'est vrai qu'on surligne tout, son propre corps, le rapport à la forêt, elle arrive dans une maison, voilà. Donc c'est un peu le gros problème, je pense, ces films. Ça la dessert beaucoup. Ces films qui sont censés finalement être assez simples et avec un discours qui est simple et réfléchi, tu vois, mais qui du coup te prennent littéralement pour un imbécile, tu vois. Oui. Ou elle veut trop en faire, je sais pas. On dirait vraiment ces bouquins avec des notes de bas de page qui font plus que la moitié de la page, quoi. On comprend pas, avec du surlignage partout et c'est très grossier du coup et c'est vraiment dommage, ça dessert vraiment absolument tout. Ce qui aurait pu être bien et pertinent ou actuel, je sais pas, mais c'est ça. Ouais. Et le grossier, on en reparlera pour d'autres films, mais était assez présent à Gérardmer cette année. Exact. La manque de finesse, on va dire que c'était... Dommage. Une petite constante. Le manque de finesse, on le verra aussi un peu en compétition, ça on bien sûr, tous les films, oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des films intéressants et certaines thématiques aussi, le rapport aussi à l'enfance et à l'adolescence, on l'a vu dans pas mal d'autres films, notamment donc Samhain, donc de la réalisatrice irlandaise. Je regarde sur mon cahier Kate Dolan, c'est ça. Donc qui pareil avait une ambiance plus simple et plus efficace, contrairement au précédent, et qui avait un traitement folklorique dans un monde contemporain qui lui allait très très bien, avec une interprétation pour le coup très solide, je trouve. Mais voilà. Ouais, non, je sais pas, je vais pas t'interrompre. Mais... Ouais, pour le coup, très simple dans le sens, c'est fluide. Enfin, ce film-là apporte un confort. Moi, j'aime ce genre de film où dans la lumière. Enfin, moi, je me rappelle de ces couleurs un peu chaudes, un confort. Peut-être pas une intimité, parce que cette année, on n'a pas forcément eu d'intimité avec les personnages et tout, mais en tout cas, on la comprend tout de suite, cette jeune de 14 ans, voilà, qui a affaire un peu avec sa mère défaillante, voilà, un peu malade, on sait au fur et à mesure, mais du coup, il y a une espèce de linéarité, ce qui fait qu'on l'accompagne, et aussi une linéarité dans le genre, et comment c'est amené, et le folklore d'Halloween. Alors, la réalisatrice qui était là a dit Happy Halloween, et il y en a plein qui ont été déçus, parce qu'ils avaient pas assez de citrouilles et tout ça, mais c'est pas le but. La citrouille, elle est découpée en soupe. Mais c'est pas le but du film, et ça se passe Halloween, mais il y a des rituels et il y a un truc qui est plus familial, un rituel familial. Je vous laisse découvrir le film, mais je trouve que c'est ça qui est super intéressant dans le film. Et puis surtout, oui, c'est le propos du film, c'est aussi le traitement de la dépression. Oui, ben voilà, mais c'est ça en fait. Donc on peut pas trop en parler, mais ouais, je trouve que c'est se servir.
de choses, je sais pas, de thématiques liées au, au rituel, au sortilège, par exemple. Démarrer le film sur une scène très forte, directement très proche du personnage et en faire un truc, je sais pas comment dire, un film de genre lié vraiment au personnage, quoi. Comment lier le genre au personnage et à sa découverte, à sa construction. Un peu dans la lignée de ce que faisait A24 il y a quelques années. Donc les Hérédités, The Lodge, je sais même pas si A24, mais bon, ces choses-là. Il aurait pu alors le The Lodge, je sais, Hammer. Mais c'est vrai que ce film aurait quasiment pu avoir ce grain A24 en fait. Après, voilà, bon, je dis A24 parce que c'est vrai qu'à un moment, il représentait bien ce genre de film-là, effectivement, qui était très dépouillé dans le bon sens du terme, je dirais. Dépouillé, qui laisse vraiment la place au personnage, à ce qu'il ressent. Il y a autant un traitement autoriste qu'un traitement et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est ça, la bonne effectivement, sa Wayne, était quand même, pour moi, une des bonnes surprises du festival et un de mes films préférés du... Plein de belles promesses et de compréhension vis-à-vis de ses personnages. Enfin voilà, c'est une réalisatrice, je crois, qui a trouvé... comment s'exprimer, en fait, c'est rare, mais et quand on a vu plein d'autres films qu'on n'a pas du tout aimé, on se dit là, elle a une justesse de propos et d'interprétation, effectivement. Et surtout dans l'interprétation. Alors c'est vrai qu'en plus, donc, ça a été le prix du jury, c'est ex aequo, donc avec The Innocents. Ils sont pas plantés pour ce prix, c'est cool de l'avoir récompensé celui-là. Ex aequo avec La Abuela. On en reparlera après. Je voulais dire La Abuela, pardon, je suis désolé. Donc le film de Paco Plaza, comme ça on fait l'enchaînement parfait. Alors c'est vrai que ce film a un traitement un peu plus différent, parce qu'il va sur le traitement de la vieillesse, sur le memento mori aussi d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il a ce film qui a un rythme très lent. En fait, il y a vraiment ce vrai basculement dans l'épouvante pure et dure à la toute fin du film. Pareil, c'est une thématique que l'on a revue un peu d'une certaine manière, de façon très différente sur le traitement des sorcières cette année. Et c'est vrai qu'en fait, La Abuela, moi, il m'a un petit peu déçu d'une certaine manière, et là je vais faire un peu mon fanfaron, parce que je trouve qu'en fait il manque cette espèce de pointe de folie en fait, qui manque, je trouve, avec ce film, il a un côté trop pilotage automatique, et qu'en fait tout est d'une certaine manière linéaire, parce que tout est facilement trouvable en fait dans la description du film. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on peut savoir déjà la fin, quoi. Bien sûr. Mais en fait, moi je comprends que par exemple Renaud, ce soit son film préféré de la sélection. Et moi, c'est un de ceux qui m'a le plus contenté, effectivement. Et je vais le dire, contenté au sens propre. Parce qu'effectivement, on est sur un film, c'est un mec, il sait faire exactement du cinéma d'horreur et ça se voit, tu vois. C'est-à-dire il y a pas de jumpscare, il y a pas de montage surdécoupé, et tout est dans un huis clos et tout est bien fait. Tout est bien fait. Tout n'est pas excellemment fait. Oui. Voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui est très prévisible. Si on est habitué au cinéma d'horreur depuis plus de 50 ans, tu vois, on sait ce qui va se passer et on sait les tenants et aboutissants en fait de tout ça. Mais sauf que, pour le coup, il est vraiment très maîtrisé dans ce cadre-là, quoi. Oui, il est très maîtrisé, il reste sobre. D'ailleurs, je trouve que en matière de direction d'acteur, Paco Plaza, c'est quand même c'est bien amélioré, on va dire ça comme ça. C'est son 8e film, mais c'est vrai que je trouve en fait je sais pas, il manquait ces petites points de folie, mais c'est peut-être moi qui est aussi un petit peu. Je peux comprendre moi ces critiques, effectivement, parce que il prend pas de risque du tout. C'est vraiment de la zone de confort, quoi. Ouais, peut-être. Moi, pour ma part, pas assez inédit. Et puis, encore une fois, on parle du corps de la femme vieillissant, mais pas que. Et pour le lier à ça, Wayne ou plutôt à ce film-là, on parle de génération et de comment faire avec l'héritage de ses parents ou de ses grands-parents. C'est très intéressant, et c'est vrai que moi, c'est pas un film qui est dans mes préférés de Gérard May, mais il me reste en tête pour notamment certaines scènes grand-mère versus petite fille, quoi, enfin qui est déjà assez grande, qui a 25 ans dans le film. Et voilà, je trouve il est marrant. Il ose des choses assez sensibles, intimes, effectivement, c'est pas inédit. Mais il a le mérite d'incarner des choses, des idées. Ce film a une scène très forte, je trouve, lors d'une scène de dîner. Je trouve qu'il a une scène très très forte, très très bien faite. Ça, pour le coup, c'est indéniable. C'est un réalisateur qui a du talent, et ça fait quand même plaisir de voir quand même un réalisateur comme Paco Plaza continuer à faire du cinéma de genre en Espagne, alors que le cinéma de genre en Espagne n'est plus du tout présent, en fait.
Et en plus, tu vois, en fait, je dirais, tu vois, c'était dans les débats ce week-end entre nous, c'était surtout entre Sawain et la Abuela, quel était le préféré, parce que finalement, c'est un peu ça. Si on avait mis la réal de la Abuela sur Sawain, et ben, on aurait peut-être eu le film parfait, tu vois, pour la compétition. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire le discours de Sawain et les personnages de Sawain avec la réalisation de la Abuela. Pour moi, ça aurait été nickel. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup la réal de Sawain. Qui colle à la peau des persos, tu vois. Mais en vrai, on a même des motifs et des figures qu'on retrouve dans les deux, et même dans She-Will, nous qu'on n'aime pas forcément, qui est très appuyé, mais on a ce personnage féminin ou le jeu avec le feu, tout ça, enfin, qui est pas inintéressant. Mais moi, je retiendrai à l'Abuela pour avoir le mérite d'illustrer cette idée de grand-mère. Je sais pas, différente d'une sorcière. Voilà, tu parlais de sorcière, Roland, mais qui a le mérite d'illustrer ces idées-là de manière assez sensible, pas inédite pour moi, mais assez intéressante quand même. Et puis oui, donc contrairement à Sawain, qui est donc le premier film de Kate Dolan et qui a aussi, je trouve, ce côté encore plus personnel d'une certaine manière. Ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile à comparer entre les deux. Oui, de toute façon. En tout cas, le ex-aequo est quand même assez justifié pour le coup. Ouais, ça mérite de faire ressortir deux films comme ça qui font parler, enfin, je veux dire, voilà, dont on retient les idées, les personnages, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis en parlant de prix qui méritait aussi pas grand-chose, il y avait Hit for Silver, le film de Sean Ellis, qui se prend littéralement les pieds dans le plat. Parce que là, on peut le dire complètement. C'est vrai que pourtant, ça part sur un postulat de base très intéressant, qui est très peu utilisé, qui reprend donc le mythe de la bête du Gévaudan, qui est instauré quelques années un petit peu plus tard dans cette histoire, dans cette intrigue. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un film qui a vraiment rien en fait, à part une jolie belle photographie. On a l'impression que le film en fait le réal a abandonné quoi. Il y a une réal, une interprétation qui est quasiment au rabais, et je trouve que le chara-design de la bête est absolument dégueulasse, et l'utilisation des effets spéciaux numériques d'une certaine manière m'a rébuté au plus haut point quoi. Alors à part une seule scène où on comprend que le mec a envie de faire The Thing, sinon à part ça le film il est pas bon quoi. Moi c'était exactement le film que je voulais pas voir, donc enfin, j'adore cette légende de la bête du Gévaudan, et j'ai été directement pas pris dedans. Comment dire, enfin voilà, si au tout départ je trouvais qu'il y a quand même au moins deux scènes d'intro, je dirais, je sais pas, les 10 premières minutes, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, et puis après à partir du moment où finalement on t'offre les clés du film à partir de la 15e minute, j'ai compris de toute façon j'allais pas aimer le film, c'était sûr. Il y a une débauche de CGI absolument grotesque. Il pourrait y avoir un mystère, le mystère il y en a absolument aucun, enfin bref. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment une déception, peut-être la plus grosse déception de ce festival pour moi, parce que du coup, ça m'aurait parlé sinon quoi. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute, je comprends parfaitement de toute manière. Et c'est vrai que là, on avait aussi quand même pas mal de films inédits, notamment donc Ogre de Arnaud Malherbe, film qui va sortir dans pas très longtemps, je pense. Film français. Film français, oui. Donc premier film d'Arnaud Malherbe qui avait notamment été reconnu il y a pas si longtemps que ça pour avoir fait la série fantastique Moloch sur Arte. Et donc c'était son tout premier film avec notamment Anna Girardot. Et pareil, on retrouve ce questionnement de l'enfance aussi avec ce petit enfant qui s'appelle Giovanni Pucci, je crois. Ou alors c'est pas lui. Je me gourre peut-être. Je vais arrêter de dire de la merde, et on va donc revenir sur ce film. Et moi pour ma part je l'ai été un petit peu déçu, mais je trouve que le réalisateur reste prometteur pour le coup. C'est juste qu'il faut pas faire de kamehameha à la fin, mais sinon à part ça va. Voilà, bon, on ne développera pas là-dessus pour les gens qui veulent le voir, parce que vraiment en plus c'est vraiment dans les 5 dernières minutes, donc voilà. Mais effectivement, moi j'étais surpris parce qu'effectivement je vais au festival sans regarder les bandes annonces ni regarder les synopsis, et du coup un film sur la thématique de l'ogre, perso je pense pas en avoir vu. Vraiment, je pense pas. Et du coup, c'est assez surprenant, et c'est cool d'avoir pris ce thème-là, de le mettre dans un petit village du sud de la France. Surtout pour prendre du folklore français en fait. C'est ça, c'est ça. Principe, hein. Et pour le coup, c'est vrai qu'on en parlait, l'actrice et l'acteur qui joue le fils, malentendant, et sont vraiment très très bons quoi. Ça marche vraiment absolument bien quoi. Voilà, le seul truc, c'est qu'effectivement, je pense que ce film s'attarde peut-être un petit peu trop sur certains aspects dramatiques, et ne développe pas l'attention de tout le village.
C'est ce que je dirais, moi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu dommage. Il y a un truc qui va pas d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. En fait, tu parlais de l'ogre et c'est vrai qu'on sait le titre. Et du coup, il y a un peu ce truc ou alors il a laissé tomber certaines choses, le réal, notamment ce village qui marche bien. Moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime quand même bien ce film. J'aime bien l'ambiance, le côté guinguette, le côté installation. Mais dès les premiers plans, c'est une très belle mise en place. Et notamment dans les oreilles du perso, dans la voiture, quoi. Il est sourd, le petit, donc il a des j'ai pas le appareils mot. Auditifs. Des appareils auditifs, merci. Et du coup, ça marche très bien. Des beaux personnages. Et puis le duo mère-fils fonctionne bien. Ils sont là, je trouve, au bon moment, en fait, au moment où ils se déménagent. Ils arrivent dans un nouveau moment de leur vie qu'on découvrira, on vous laissera découvrir. Du coup, ça, tout marche bien. C'est vrai que la figure de l'ogre pose question. Pourquoi pas? Mais du coup, elle est peut-être pas assez exploitée, un peu abandonnée. Disons que je trouve que les idées sont un peu rushées vers la fin, malheureusement. C'est très dommage. Et là, pour le coup, tu vois, autant il y a plein de films que j'ai trouvé très longs alors que ça faisait qu'une heure que je les regardais. Celui-là, j'aurais bien pris 15 minutes de plus pour développer un peu plus. Tu vois. Il aurait peut-être gagné, à un peu plus étoffer sa fin, ou en tout cas, il abandonne pas ses personnages. À la fin, il les solutionne, on va dire, mais il y a d'autres choses. Peut-être les personnages secondaires. Non, puis je trouve que la relation enfant, enfin le mère-fils. Il y a un truc qui marche très très bien là-dessus, et c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont très surprenantes et qui arrivent en plein milieu du film à peu près, notamment la scène avec la barque. Enfin, moi je trouvais ça audacieux. Je me dis ça peut partir à ce niveau-là, d'accord, ok, pourquoi pas. Audacieux, beau, et j'aime bien l'utilisation du genre. Voilà, pour dire je sais pas si elle est belle, mais bon. Non, mais dans le sens beau. Moi, il y a certains plans que j'aime bien. Vous parlez. Il y a des très beaux plans, oui. Voilà, je trouve dans le sens beau, plein de sens, quoi. Voilà. Je pense que la Bourgogne-Franche-Comté était très content du film. Ça montrait des beaux plans de leur paysage. Eh ben, elle est cool vue comme ça. Oui. Et en parlant aussi de beaux paysages, on en voit aussi pas mal dans Innocence, le film de Eskil Vogt, qui prend un parti assez intéressant. C'est-à-dire, en fait, donc on va suivre des enfants qui se découvrent des tonnes d'un pouvoir, et en fait le postulat de base c'est qu'ils sont dans des espèces de grandes tours d'immeubles sociaux, et qui sont vraiment juste à côté de cette espèce de grande forêt norvégienne, et pour le coup moi je trouve que c'est un film qui peut-être ne sera peut-être pas, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il est particulièrement réussi sur pas mal de points. Je trouve qu'en fait il arrive à mettre en avant le genre par le biais du drame. Et je trouve que la relation entre enfants qui arrive à se désagréger finalement en fonction des actes, notamment cruels qui sont provoqués par le petit garçon, arrive à monter en intensité au fur et à mesure de cette histoire. Et je trouve que finalement cet acte final qui peut sembler très d'une certaine manière austère, je trouve, moi je trouve qu'elle a marché parfaitement bien en fait. Et surtout finalement avec ce traitement de cette sobriété scandinave assez chère à leur culture, je trouve qu'en fait ça marche très très bien, et que finalement il y a pas vraiment de cas péjoratif là-dessus. Je trouve que le traitement aussi même de l'enfant autiste dans cette histoire, je trouve qu'il y a ce côté qui influe sur cette conclusion là, quoi. Tu parles d'autisme, mais effectivement c'est Ida, donc la petite, pour le coup elle est dans la voiture, je crois, au début, comme ogre. On démarre avec elle tout proche, vraiment très proche de son visage. C'est sa petite sœur en fait qu'on voit. Oui, c'est Ida, l'héroïne. Oui. La petite, je crois, oui, Ida et sa sœur Anna qui est autiste, qui est un peu plus grande. Voilà, on démarre dans la voiture très proche, et moi il avait tout pour me plaire ce film. Et une des belles idées, c'est l'autisme. Après, je sais pas trop si on peut dévoiler. Ils ont des dons, ces enfants. Après, je pense qu'il sortira en France. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je trouve très intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je l'ai pas trouvé caricatural en fait sur le traitement de l'autisme, tu vois. Non, et moi, là, je voulais pas dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de films sur ces différents traitements qui étaient. Ah non, il y a pas de caricature pour moi. Ah non, c'est parce que je lui reprocherais. Là, je voulais juste pas déflorer, parler trop. Mais bon, ils ont des dons. Voilà, c'est une petite bande d'enfants, voilà, de ces immeubles qui ont des dons. On vous laissera découvrir le film quand même, mais du coup il y a cette sœur qui est autiste notamment, et j'aimais bien ce parallèle avec leur don qui est lié au cerveau. Bon, voilà, je sais pas si on peut en parler, mais enfin c'était une belle idée. Après, moi je trouve que contrairement à Ogre, peut-être après c'est les deux films sont pas à comparer, mais
il a presque comment dire, un petit trésor avec ses petits enfants, acteurs super, des visages très intéressants, un sujet génial que n'aurait pas renié Stephen King, mais il en aurait fait autre chose si tu veux. Mais moi je trouve de là où il va, c'est très laborieux, très étiré, il va nulle part, tout se passe dans ce truc d'immeuble, les enfants se désolidarisent alors qu'ils formaient une belle union au début. Moi qui aime les enfants dans le cinéma de genre, parce que il y a des champs de possibles, quoi, mais là du coup je trouve qu'il les comprend pas suffisamment, ou alors il ne sait pas quoi en faire. Des futurs super-héros, soit tout est possible, cruel, non cruel, ok, on vous laissera choisir. Moi, je ne sais même pas, de toute façon, où il se positionne, en fait. C'est ça que j'aime bien, tu en fait, à travers ça. Ouais, mais c'est pas tant qui nous dit pas, tu peux avoir une fin mystérieuse et tout. Moi, je sais pas, ils m'ont pas contenté, dans le sens, j'étais déçue de les voir comme ça, dans cette histoire-là, avec autant de potentiel d'incarnation. Ça parle pas assez on comprend pas assez les adultes ou l'entourage, comment ils le vivent. Je sais pas, on pense beaucoup à Morse quand même en voyant ce film. En plus, c'est des pays voisins, et Morse, c'est un chef-d'œuvre qui n'est pas du tout. Mais oui, faut peut-être pas le comparer de toute façon, mais quand on te met des enfants comme ça, entourés de barres d'immeubles, qui jouent sur des aires de jeu, et où il va se passer des choses assez cruelles, tu te dis, ok, t'es obligé d'y penser parce que t'as eu un peu la perfection, tu vois. Et notamment dans le rapport dans Morse, notamment dans le rapport avec les voisins, avec les habitants, la monstruosité dit tellement de choses, et puis la communication entre les enfants dans Morse, et là, ça parle aussi de communication. Et pour ma part, c'était pas une belle communication. Je ne sais pas, Fab, si tu peux nuancer mes propos, mais voilà. Non, mais c'est très bien. Vous avez tous les deux dit plus ou moins ce que je pense. Moi, je me suis tué un peu au milieu, dans le sens où je trouve que c'était très étiré, et c'était tellement étiré que finalement, ça m'a je trouvais que ça tassait justement tous les moments qui pouvaient être de tension. C'est juste ça. Après, moi je comprends effectivement les deux parties, et ça reste un film intéressant quand même, quoi. Ça reste un film intéressant. Exactement. Alors donc on va, il nous reste plus que 2 films en compétition, donc on va peut-être aller un petit peu trop vite. Enfin en tout cas pour le premier, je sais qu'on a des avis divergents. Donc The Sadness, le film de Rob Jabaz, donc réalisateur canadien qui a tourné donc ça à Taïwan, qui a d'ailleurs connaît Taïwan plutôt comme sa poche parce qu'il a déjà vécu longtemps là-bas. Il a fait des films publicitaires là-bas, donc c'était pas vraiment son premier film, même si c'est son premier long métrage. Ouais. Donc c'est vrai que The Sadness, oui, donc là on a vraiment, c'est le film défouloir en fait. Alors je sais que Charlotte tu l'as pas du tout. J'attends de parler, t'inquiète, et comme Fab, tout est possible. Et c'est bien, justement, c'est intéressant de partager nos points de vue. Les auditeurs, ils penseront ce qu'ils voudront. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, en fait, ils se retrouveront peut-être dans l'un ou dans l'autre. Qu'il n'ait pas eu de prix à Gérardmer, je trouve que bon, oui, je peux comprendre parfaitement. Je trouve qu'en fait, ce film n'a pas besoin de prix pour exister. Et de toute manière, en fait, je trouve que c'est un film qui se représente par sa violence radicale, parce que finalement, j'en avais déjà entendu parler avant, donc on me l'avait vendu comme un film typique de ce que faisait Hong Kong sur les catégories 3, donc c'est-à-dire avant la rétrocession, donc avec de l'Angleterre à la Chine. Donc Hong Kong faisait pas mal de films on va dire assez violents, assez crus, assez outranciers, assez gore, assez grotesques, et j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment faire un espèce de vrai condensé là-dessus. Je trouve qu'il a vraiment un côté très très graphique, très très outrancier, je sais pas comment dire autant, mais je trouve qu'en fait, pour ma part, même si son sens de la dramaturgie, il essaye toujours de contrebalancer un peu là-dessus, moi, ça m'a absolument pas dérangé. J'ai vraiment, on va dire, en gros guillemets, pris mon pied là, devant ce film, parce que je sais plus de quelle séance je sortais avant, et en fait, finalement, je dis, ok, là, il est en train de me réveiller, j'ai l'impression d'avoir pris 40 canettes de Red Bull, et je fais, ok, c'est parti, vas-y, continue, balance-moi à volo après toute la scène de métro, qui est quand même absolument incroyable. Et c'est vrai que je peux comprendre que le film après perd un petit peu en rythme, qu'il se dit mince, il faut peut-être que je ravance l'histoire au lieu de faire de scènes un peu comme tu dirais en off à la Jackass. Oui, bah non, mais je peux te faire un résumé très simple. Mais ce que j'ai bien aimé avec The Sadness, c'est que c'est un film qui est sans tabou et qui va au bout des choses en fait. Même si forcément il n'hésite pas à charger même au niveau politiquement et sans finesse. Je trouve qu'en fait finalement j'avais peut-être ce ressentiment d'avoir ce besoin de voir ce genre de film en fait. Surtout à Gérardmer en fait. Moi je peux comprendre effectivement en résumant très, très rapidement. Je suis très content qu'un film comme ça puisse être représenté à Gérardmer, parce que ça fait partie du genre. Dans tous les cas, c'est un film splatter gore qui est là pour
pour faire les trucs les plus obscènes possibles et du coup il les fait. Moi le seul problème que j'ai avec ce film au final c'est que j'ai l'impression que c'est une compilation de scènes jackass. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de pire, faisons-le. Et du coup en fait il montre gratuitement de la violence gratuite alors que j'aurais peut-être juste voulu voir de la violence gratuite mais dans un récit quoi. Enfin tu vois, je parle de récit par exemple Ebola Syndrome pour moi, un catégorie 3 que t'adores et que j'aime beaucoup aussi. Pour moi il a quand même un récit, on arrive quand même à s'intéresser au personnage même s'il est outrancier tu vois. Alors que là j'ai que dalle tu vois. J'ai rien du tout. Surtout qu'en fait là il se concentre sur deux personnages qui sont à deux lieux différents. Donc forcément la narration elle est beaucoup plus coupée qu'un Ebola Syndrome qui se concentre uniquement que sur un personnage. Peut-être qu'il aurait fallu se concentrer que sur un seul personnage, mais je pense qu'en fait ça lui aurait déplu parce qu'il ne pouvait pas faire les deux thématiques sur les deux personnages, donc le couple qui sont séparés, qui essaie de se retrouver dans un abri à l'hôpital. C'est un bon début d'histoire, ils veulent se retrouver, c'est un bon chemin quoi, mais comme dit Fab, le récit, où est-il ? Soit j'admets qu'on puisse rechercher ce genre de choses, surtout à Gérard Armé, c'est sa place quoi. Pas forcément en compétition, mais enfin pourquoi pas. Mais il y a un récit, il y a des personnages normalement. Moi pour ma part, c'est pas et ça j'entends qu'on puisse aimer, mais c'est pas le genre que je recherche. Quand on me demande t'aimes bien le genre ou pourquoi t'aimes le genre. Le genre, voilà, tellement de choses. Là, on le voit dans la compétition. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Là, c'est une boucherie, faut le dire clairement, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu. Mais je pense qu'il y aura des gens d'accord avec moi parce que c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est soit on le voit comme toi, Roland, soit on le voit comme moi et on le subit et on subit des compiles de boucherie. Effectivement, je veux bien l'extrême violence. Mais tu vois, c'est un peu le truc, hein. Même si Roland adore, du coup, toi, tu détestes complètement. Et pour le coup, moi, j'aime bien ça peut me parler. Ça peut te parler. Sauf que même avec Renaud aussi, qui était là tout à l'heure, on a un peu le même avis là-dessus, c'est-à-dire que c'est cool ces petites vignettes de 15 secondes de violence, mais ça fait un peu le Tinder de la violence quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Et moi je dis pourquoi. Je me demande pourquoi. Non mais c'est vrai. Ben oui, mais en même temps, t'as raison. C'est sa comparaison qui m'a. C'est matché. Ben ouais, mais Tinder ou réseaux sociaux. Enfin, c'est un film réseaux sociaux. Moi, Rob il m'a totalement matché là. Il t'a matché. Bah écoute, voilà. Mais non, mais et du coup, moi je me demande la pertinence de ce genre de film et de proposition sous prétexte de Covid. C'est quand même un réalisateur qui dit ouf, la pandémie est encore là, mon film va marcher quoi. J'ai des doutes clairement sur son côté sadique. Si on reprend tous les propos des réalisateurs, on n'est pas perdu, on n'est pas sorti de l'auberge. On parle pas de lui, mais par contre, je me demande vraiment la pertinence de ce genre de truc. Effectivement, on arrive avec un virus. Il nous fallait un film sur le Covid. Ou sortant du Covid dans la compète, forcément. Et là, je me dis, j'ai un sérieux doute parce que, c'est d'une violence extrême, une épidémie. Mais du coup, qu'en fais-tu si ça devient ça? Enfin, je sais pas, est-ce que ça se complète dans un truc, je sais pas. Je me pose la question de la pertinence dans une société, dans une vie qu'on traverse, mais la société a peut-être toujours été violente, mais dans cette société d'images choc qu'on détourne ou dont on fuit le choc. Voilà. Moi, je me demande, vraiment, personnellement, la pertinence de ce genre d'image. Je peux comprendre que tu te poses beaucoup trop de questions, mais c'est vrai que le principal terme de ce film, c'est vraiment du pur cinéma d'exploitation, en fait. On comprend qu'en fait, il a vraiment ces... même je sais plus quelle interview tu m'avais balancé, mais je trouve qu'en fait moi j'ai ressenti beaucoup d'autres films d'exploitation dont il parlait pas. Donc d'une certaine manière, comme j'ai envie de dire, de toute façon n'importe quel film appartient à nous, public, plutôt qu'au réalisateur. Bien absolument. Sûr. Ouais. Pour le coup, donc on va terminer film compétition avec le Grand Prix, donc qu'on parle quand même de Ego Hatching dans son titre original, donc de Anna Bergholm, également un premier film. Et pour le coup, je trouve que c'est un film qui est particulièrement réussi d'une certaine manière. Pas forcément sur tous les points, mais pour un premier film, c'est plutôt vraiment intéressant. Je crois que malheureusement, autour de cette table, on est tous d'accord sur ce film. Mais on peut nuancer quand même, mais ouais, carrément. Oui. Moi, je trouvais que c'est un très bon film. Effectivement, il se pose un peu comme un entre-deux entre la fable et la réalité, je dirais. Oui. Et... Comment dire, moi je le trouve très juste en fait dans ce dont il parle, c'est-à-dire la pression parentale, le passage de l'adolescence à l'adulte et même finalement je pense que c'est vraiment le thème du film, la construction de l'ego et l'acceptation de soi et de sa propre volonté. Et c'est quelque chose de sa propre image, qui est à mon avis quand même très important dans les temps auxquels on vit. Oui, mais bien sûr. Et je trouve qu'il est très bien réalisé, les acteurs sont très bons.
il y a une créature dans ce film qui fait du bien parce qu'elle est pas totalement en CGI, elle est vachement bien foutue. Elle m'a fait penser à Hurlement qu'on avait revu justement dans le cadre d'une rétrospective à Gérard Armé. Donc alors, Hurlement c'est kitsch, c'est parce que c'est très vieux, mais en tout cas cette créature avait le fait que ça soit du vrai amène une présence en fait à un effet spécial, et de toute façon les acteurs ils interagissent avec quelque chose. Il faut savoir que beaucoup de réalisateurs ont été forcément marqués, influencés par les effets de Hurlement, par les effets du Loup-garou de Londres. On en reparlera un petit peu plus tard. Ça parle pas du tout de Loup-garou, cela dit, comme non. On en reparlera un petit peu plus tard quand notamment je parle de ses influences par le biais d'Edgar Wright qui en parlait un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un film que je trouve extrêmement intéressant, et pour un bon premier film il a un rapport très intéressant sur également le passage, on va dire, à l'âge adulte, où on commence à grandir, où on commence aussi à comprendre d'avoir une relation plus ou moins toxique avec sa famille, parce que c'est vrai que là on en parle beaucoup, mais niveau antagonisme la daronne est plutôt pas mal, et elle est bien chargée, la maman, et c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport à la dualité qui est particulièrement intéressant là-dessus. Alors pour le coup on va aller vite fait en film hors compétition parce que je vois qu'on est assez en retard. Toi Fabien, tu as je vais aller direct franco. Okay. Toi Fabien, je sais que tu as particulièrement bien apprécié le film de Bertrand Mandico. Alors oui, After Blue. Alors moi je l'ai adoré, hein. Je le dis comme ça. En fait pendant le film, c'était une des séances où j'ai le plus ri en fait de ma vie, hein, probablement. Et je me suis demandé en fait quelle était la part d'humour volontaire ou pas dedans, parce que c'est vrai que c'est compliqué à savoir, et finalement pour moi c'est assez clair, hein, tout est plus ou moins volontaire, et le grotesque est là, il est voulu par Bertrand Mandico, et je trouve qu'il le réussit. En tout cas c'est un humour qui me parle, et j'ai peut-être un humour de merde, mais ça a fonctionné. Et il est particulièrement fort en fait de mettre que du volontaire dans ses films et d'être ultra premier degré dans ses interventions. Ça peut arriver effectivement. Et du coup en fait il n'y a pas que ça. Bon, je parle de ça parce que j'ai beaucoup ri et c'est vrai. Mais moi ce qui m'a marqué en tout cas dans ce film-là, c'est le genre de film que je peux rechercher dans le genre, c'est-à-dire que c'est un film qui s'affranchit de tout et il essaye des choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est une des seules vraiment une vraie proposition cinématographique qu'on a eu pendant le festival. C'est-à-dire que avec très peu de budget, le type, il va dans le sud de la France et il fait une autre planète, quoi. Et du coup, il propose quand même, avec juste ça, il arrive quand même à proposer des idées de cadrage, de réalisation qui sortent totalement du lot. Et derrière, il essaye aussi d'autres choses par rapport au jeu des actrices, par exemple, qui peut être problématique. Et justement, et là, je voulais parler d'un truc, parce qu'au final, le jeu des acteurs, lui, comme il le dit dans une interview, il a fait d'abord, il a dirigé donc les acteurs, les actrices, parce que bref, il y a qu'un seul acteur dans le film. Oui. Il a dirigé les acteurs sur le tournage, et après il a tout fait en post-synchro, donc en doublage, et là il a donné aux acteurs des indications contradictoires, justement, et je trouve ça intéressant parce que vu qu'on est sur une autre planète, que c'est dans le futur, et ben c'est là on est sur un truc qui forcément est différent, qui est dérangeant et qui prend le contre-pied. Et ce que j'aime bien en fait là-dedans, et c'est un truc aussi qu'avait dit Nicolas Cage dans une de ses interviews quand il parle de son jeu, et il dit que on a en fait, dans les films, on accepte facilement que, par exemple, on puisse avoir des décors qui soient pas réels, qui soient pas machin. Par contre, en ce qui concerne du jeu d'acteur, on est quand même resté sur un truc, que ça soit la méthode acting, je sais pas quoi. En fait, très réaliste. On considère qu'un bon acteur est un acteur qui interprète le réel. Et là, effectivement, c'est absolument pas le cas. Non. Ah bah c'est sûr, quand on prend rien du tout. C'est sûr quand on prend des actrices comme Elina Levalson, on sait très bien où on va. Et en plus qu'il la dirige de façon inconventionnelle, tu vois. Et du coup, en fait, donc la cinématographie plus le jeu des acteurs qui est pas conventionnel, plus les dialogues, l'humour et les dialogues. Moi, je me souviens encore des répliques. Moi, ça reste gravé dans ma tête. J'arrête pas. Ça me fait hurler de rire. Le arrêtez-vous ou je vous tire avec mon Gucci ou ce n'est pas un homme, c'est un Louis Vuitton. On est plutôt dans du cinéma. Je trouve qu'il y a vraiment, il emprunte au western, il emprunte au cinéma d'humour. Enfin, il y a un truc qui est unique, et c'est ça que j'aime en fait dans ce film. C'est les Conquérants et Céline Mauresque aussi. Oui, parce que non, mais carrément. C'est vrai qu'on peut se demander filmé sur pellicule. Il y a beaucoup de valeur derrière, tu vois. Il y a beaucoup de valeur dans ce genre de cinéma, et pour moi c'est ce qu'il fallait. Alors on va pas revenir sur tous les films hors compétition. Charlotte, qu'est-ce que tu as Non mais c'est intéressant. On va parler de The Cid par exemple. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu as plutôt apprécié en hors compétition en fait? Alors attends, je
reprends la liste. Et en vrai, je crois qu'il y en a pas beaucoup, cher Roland. Ah bah c'était pas une année, on va dire, grandiose en termes qualitatifs. Ouais, mais... si, je vais en parler d'un, mais je regarde, du coup, voilà, moi, After Blue, j'ai pas forcément compris la proposition, mais bon, Mais certes. Mais non, j'entends, je peux pas trop parler de ce genre de film parce que je sais pas en parler. Donc merci Fabien. Oui, je retiendrai, allez, non, hors compète. Bizarrement, l'année dernière, on avait comme trou en hors compète et c'était mon coup de cœur qui était mal placé, quoi. Là, il n'y en a pas trop que j'aime, mais je parlerai de Saloum. Oui, un premier film franco-sénégalais, porté par une équipe pleine de sympathie et d'ambition qui nous ont fait un des plus beaux pitchs de présentation. La meilleure présentation qu'on a eue à Gérardmer cette année, c'était celle donc de Yann Gaël, l'acteur principal, c'est ça qui était présent. Du film, donc de Jean-Luc Herbulot. C'est ça. Et ouais, je trouve qu'en fait, il a parfaitement compris comment présenter un film en fait. Pour revenir sur tout le background du film, il faut déjà revenir sur les hommes qui sont derrière, l'historique de cette boîte de prod, de montrer qu'en fait nous on a fait ce film en fait grâce au budget du cachet qu'on a eu quand on a fait des publicités pour des préservatifs au Sénégal, et après on a fait ce film. Et en fait tu dis donc ils ont mis tout leur argent dans du cinéma de genre parce qu'en fait ils ont envie d'en faire un, ils ont envie de le faire avec le cœur, ils le font avec sincérité, et on l'a vu. Oui, c'est ça, et ça marche bien, et on sent ça, on sent les faiblesses et fragilités, le côté c'est ultra sincère. Ouais, c'est ultra sincère. Des génériques, les trucs un peu pop, un peu fun, on met les noms des persos en gros, ça claque, mais comme quelqu'un qui s'amuse, et c'est cool. Je pensais en le découvrant à un film de fin d'études, tout en étant très pro dans ce qu'il veut faire, sérieux, le jeu des acteurs, voilà. Après, c'est difficile de critiquer, c'est perfectible, mais c'est ça. Justement, peut-être. C'est fragile, mais en vrai, pour le coup, il y a quand même une incarnation. On peut se détacher un peu du film, dire ça fait faux, machin. Là, ça n'a pas été le cas, et moi, même dans ce truc où on sent les fragilités, j'ai retenu des belles idées du style les démons, les esprits. Ouais. En plus, voilà, dans les pays africains, c'est vrai qu'il peut en avoir. On va pas forcément critiquer sur l'aspect des effets parce que on imagine que le budget était pas grandiose et compagnie. On sait pas, mais on n'est pas là pour juger ce genre de film sur ce genre de cas là. C'est ça. Et si l'histoire s'y prête, et tu dis juger le numérique, enfin moi là, ça m'a pas dérangé. Je trouvais même une belle idée de trucs un peu nués, noirs au-dessus des têtes. Je trouvais super beau. C'est peut-être le premier film. On l'a vu le vendredi. C'est vrai qui m'a mis un peu d'émotion parce que il y avait une belle scène notamment avec un des personnages qui se sacrifie. Enfin, je trouve qu'elle était très belle. C'est ça. Puis bon, c'est quand même des ennemis. Enfin bon, ils sont pas tout blancs. Les persos, parce que du coup, c'est des trafiquants. C'est des trafics, enfin voilà, mais on sait pas trop comprendre. On piche peut-être pas tout, mais de ce qui se joue, mais on sent un truc un peu social, un peu des rêves et puis des vrais propositions que j'ai envie de parler de ce film-là. C'est un film qui j'espère aussi on aura l'occasion de le voir. Sur des aspects un peu sombres dans l'histoire de l'Afrique, avec les enfants soldats et compagnie. Il y a un peu ce background qui est mis en avant derrière. T'as quand même un peu une histoire de passé, une belle surprise. Comment faire avec ce passé. Donc bien à soutenir ce genre de film. J'aime bien de voir à Gérardmer ce genre de film qu'on est quasiment sûr de pas voir en salle, et que nous sortent quand même pas mal de films au niveau international. On a parlé donc au niveau compétition, on en a eu quand même de 7 nationalités différentes. On a eu hors compétition en plus des films qui sortaient également du lot sur d'autres continents. Et c'est vrai que moi j'ai envie de retenir aussi également encore hors compétition, vite fait, le documentaire que j'ai vu sur Joe D'Amato, donc Inferno Rosso de Joe D'Amato, qui revient finalement sur la carrière vraiment atypique de ce réalisateur. Alors très dur à qualifier parce que finalement, comme ils le disent très bien dans ce documentaire, finalement ce mec était reconnu donc aux États-Unis pour son cinéma de genre, son cinéma d'horreur. En France, il était reconnu pour son cinéma érotique, et en Italie pour son porno. Et finalement, je trouve que c'est un documentaire très court. Il dure 1h10, mais il est extrêmement bien concis. Il revient sur un parcours extrêmement atypique de ce réal. Il y a beaucoup d'intervenants assez prestigieux. Notamment, on retrouve Jean-François Roger, donc un des représentants de la Cinémathèque française. On retrouve d'excellents réals italiens comme Deodato, Bava, même George Eastman. On a Michele Soavi. On a même des réalisateurs américains comme Eli Roth. Et je trouve qu'il y avait un côté extrêmement touchant dans ce documentaire sur cette fin et cette conclusion, en fait, sur un homme qui n'a jamais finalement été reconnu à sa juste valeur, ou alors par rapport à ce qu'il aimait faire et non pas parce qu'il aimait pas faire, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, on va donc arrêter l'émission sur un
2 minutes. On va reprendre 3 minutes. Ah bah dans ce cas, moi alors, j'ai un petit truc en heure complète quand même. Vite fait. On a fait parce qu'on a quand même il y a trop de films. Il y a trop de films. Jukai, je trouvais qu'il était exceptionnel au niveau de la cinématographie et des idées qu'il avait. Par contre, on n'a absolument rien capté pendant le film. J'aimerais beaucoup le revoir pour savoir si j'étais trop fatigué ou pas. Oui. Alors non, pour le coup, on va revenir donc vite fait aussi également sur les interventions qu'on a vues à Gérardmer. Donc notamment au Grand Hôtel, on a eu l'étude de cas de Teddy, donc organisée avec les frères Boukerma et donc le président de Jokers qui était là avec nous et qui nous a expliqué quand même aussi la façon de faire un cinéma de genre est toujours très compliqué. Je vais juste retenir ça, je trouvais ça très intéressant la façon dont ils se sont ouverts à cœur ouvert, je trouve, les Boukerma, c'était vachement intéressant là-dessus, et que dès le départ ils expliquaient oui non, en fait quand on a voulu faire ce film, on a envoyé une 50aine de mails à plein de boîtes de prod avec tous nos travaux dessus, avec le synopsis du film, avec le scénario, et finalement on n'a eu que 2 réponses. Mais les 2 réponses ont été suivies jusqu'au bout. Donc ça c'était vraiment plutôt vraiment intéressant de voir ça. Et la rencontre avec Gary Wright aussi, je trouvais qu'en fait c'était particulièrement extrêmement intéressante de la voir, parce qu'en fait ça montre à quel point cet homme est un excellent cinéphile, et même si malgré, je trouve que la moitié des questions durant cette rencontre n'étaient pas assez pertinentes, au moins on a pu comprendre que cet homme a pu grandir dans le cinéma de genre, qu'il a extrêmement remarqué que mis un point sur les i. Par contre, je voulais dire surtout ça sur le principe d'avoir des revues cinématographiques à l'époque était extrêmement intéressante, parce qu'en fait quand on est jeune on ne peut pas forcément voir tout comme il était très enfin ses parents le refusaient de pas mal de films de genre là-dessus, et c'est vrai que donc lui il regardait Starbuzz, Ciné Fantastics. On a donc également pas mal de trucs intéressants, notamment sur par exemple la nostalgie, sur son traitement de la nostalgie, sur son traitement de l'humour, et c'est surtout en fait un homme très intéressant, parce que finalement vous regardez sa filmographie, vous regardez également le documentaire qu'il a fait sur les Sparks, et vous allez comprendre pourquoi en fait pour lui le traitement de la chorégraphie et de la musique est particulièrement intéressante. Merci Fabien. Merci Charlotte, et encore merci à Renaud pour son intervention téléphonique. Nous revenons la semaine prochaine sur un autre sujet, parce que bon, on va refaire des festivals chaque semaine quand même, ça nous pompe un peu de notre mana. Et on revient donc la semaine prochaine avec un autre sujet, et on vous laisse avec un morceau issu du film Mona Lisa, parce que c'est Ion Fire et que c'est un bon morceau et que c'est un bon groupe. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org